Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition de votre programme, l'invité de la semaine sur Canal 2 International. Et pour cette autre sortie, nous recevons Alexis Ayan Djondandi. Il est leader mouvement Saut des Cotons, les planteurs d'abord. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit cette fois. Alexis, bonsoir. Madame, bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors, vous êtes le leader mouvement Saut des Cotons, les planteurs d'abord. Oui. On est curieux de savoir c'est quoi ce mouvement? Oui, c'est un mouvement comme vous l'entendez. C'est un mouvement qui a pour objectif de défendre les intérêts des planteurs camerounais auprès déjà des acteurs qui sont mobilisés pour la défense de ces intérêts. On dit leader mouvement Saut des Cotons, les planteurs de la Saut des Cotons ou bien les planteurs de façon générale? Nous parlons de la Saut des Cotons et nous parlons que des planteurs du coton. D'accord. Et depuis combien de temps ce mouvement existe et pourquoi est-ce que vous l'avez créé? Alors, ça fait 10 ans que nous sommes sur le terrain. Dis-moi. 10 mois que nous sommes engagés auprès des planteurs du coton camerounais en vue de voir les conditions de vie s'améliorer. C'est vrai que beaucoup d'efforts sont faits, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Quand on parle du coton, c'est la partie septentrionale du pays. Comment ça se passe là-bas avec les planteurs de coton réellement? Pour ceux qui nous regardent et qui ne savent véritablement pas quel est le quotidien de ces planteurs, c'est quoi? Oui, ces planteurs vivent pas dans des conditions par rapport à leur travail sur le terrain. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à faire et que les pouvoirs publics et la Saut des Cotons peuvent mieux faire pour ces planteurs. Quand vous parlez des choses à faire, soyez concrets. Quels sont leurs problèmes, leurs difficultés? Quelles sont leurs revendications? Oui, vous savez que le prix du grain coton camerounais est bas par rapport à certains pays producteurs du coton en Afrique. Et pourtant, le Cameroun et le planteur camerounais produit de très bons cotons. Il faut que le cotonculteur camerounais vive de son travail. D'accord. Et aujourd'hui, avant d'entrer de plein dans la situation actuelle de ces planteurs-là, quelle est la situation même du coton au Cameroun, de façon générale? Oui, d'une manière générale, il y a des problèmes entre les deux structures qui sont en principe chargées de la gestion de la filière coton au Cameroun, à savoir la Saut des Cotons et la Confédération nationale des producteurs du coton. Aujourd'hui, les deux partenaires, en principe, sont des partenaires et ne parlent pas le même langage. Du coup, le planteur camerounais a des difficultés. Quand vous dites parle pas le même langage, c'est vague. On est curieux de savoir quelles sont les différences entre les deux structures. Vous savez, la Saut des Cotons et la CNPCC, qui est la fêtière des producteurs du coton, sont deux partenaires qui travaillent pour le bien-être du planteur du coton camerounais. Aujourd'hui, les deux structures ne parlent pas le même langage. Du coup, il y a problème. Les différentes conventions qui lient les deux structures ne sont pas respectées et ça pose problème. Vous parlez de conventions, on a suivi qu'il y a eu des ruptures de conventions. La Saut des Cotons d'un côté et la CNPC de l'autre. Aujourd'hui, chacun est dans son camp. Vous vous souvenez, le 23 septembre, par exemple, la Confédération a écrit à la Saut des Cotons en vue de rompre les conventions qui lient les deux structures. C'est des conventions qui datent de très longtemps. Ça a commencé pas d'abord avec la CNPC. Avant, il y avait une autre structure qui s'occupait des planteurs. Aujourd'hui, 20 ans après, parce que les conventions sont signées pour la plupart, il y a de cela 20 ans. Donc, les choses ont évolué. Et pourquoi ces conventions restent toujours d'actualité? C'est pour cela que la CNPC a demandé à la Saut des Cotons de rompre ces conventions et de redéfinir les termes. Il faut réactualiser. Oui, il faut réactualiser les termes de convention. Et jusque-là, la Saut des Cotons est restée muette. Et c'est ça qui inquiète de plus en plus la Confédération. D'accord. Et aujourd'hui, quand vous vous mettez au devant de la scène, vous recherchez quoi? Nous cherchons l'équilibre entre les deux partenaires. Nous recherchons que les deux structures se parlent et qu'à la fin, seul le producteur du coton soit valorisé. Vous imaginez, par exemple, la Confédération réclame 4 milliards de reliquats
au terme de la campagne 2020-2021, 4 milliards pour les planteurs, c'est énorme. Et la Sodecoton qui avance d'avoir fait de gros bénéfices ne répond pas jusque-là à la demande. Mais quelles sont les démarches que vous... Parce que c'est facile de dire que la Sodecoton ne fait pas ci, il y a 4 milliards. Qu'est-ce que vous avez entrepris comme démarche auprès de cette entreprise que vous citez pour que les choses, il y ait dialogue et qu'il y ait revalorisation du statut du planteur? Ça fait 10 mois que vous existez. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement auprès de la Sodecoton dont vous parlez tout à l'heure pour qu'il n'y ait pas de dialogue ou de sourds? Le principal partenaire en face de la Sodecoton, c'est la Confédération nationale des producteurs du coton, qui, à travers des correspondances, à travers des lettres, à travers des invitations, jusque-là, la Sodecoton n'est pas prête à parler le même langage. Mais là, vous êtes leader du mouvement Sodecoton, les planteurs d'abord. On est curieux de savoir ce que vous-même, vous avez fait sur le terrain pour faciliter le dialogue, les démarches. Oui, par exemple, parce qu'on va vous dire que c'est facile de se mettre devant de la scène et accuser l'autre, mais en réalité, peut-être en backstage, il faudrait des démarches. Et c'est lorsque ces démarches-là ne marchent pas qu'on peut trouver d'autres voies et moyens pour se faire entendre. Mais si vous voyez que nous venons ici, ça veut dire que nous cherchons justement qu'il y ait dialogue entre les deux structures. Nous ne pouvons pas directement discuter avec la Sodecoton, mais nous savons ce qui se passe au sein de ces structures. Il faut un lobbying, il faut une manière pour que les deux parties s'asseyent sur la même table et discutent. Donc notre démarche, c'est une démarche de réconciliation pour que les deux parties puissent parler le même langage. Et nous sommes sur le terrain justement pour parler avec les planteurs, pour les faire comprendre qu'ils sont des partenaires de la Sodecoton. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de planteurs, il n'y a pas... Mais qu'est-ce que les planteurs vous disent concrètement? Qu'est-ce que ces planteurs? Parce qu'on va vous dire qu'il y a souvent des personnes qui se mettent au devant pour porter la voix des démunis, mais à la fin, c'est pour leurs propres intérêts. Qu'est-ce que les planteurs vous disent concrètement de leur état d'âme pour que vous décidiez de vous mettre au devant pour porter leur voix? Madame Lille, je suis sur le terrain, pas seulement au Cameroun, je suis allé jusqu'en Afrique de l'Ouest, pour voir comment vivent les autres planteurs du coton en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Ces planteurs sont tellement évolués, et avec l'appui des pouvoirs publics, ça donne. Pourquoi ne pas faire ça au Cameroun? C'est le langage c'est ce que nous prêchons aux planteurs camerounais. Eux d'abord, ils doivent être aussi responsables. Alors, vous parliez de votre tournée ouest africaine pour voir un peu comment les choses se passent là-bas pour les implémenter au Cameroun. Qu'est-ce que vous avez appris là-bas qui pourrait marcher ici face à un dialogue de sourds que vous dénoncez? Non, le dialogue de sourds, l'objectif principal, c'est que les deux parties s'accordent sur l'essentiel. Oui, on a compris cela. Maintenant que vous avez fait une tournée ouest africaine pour voir comment ça se passe là-bas, vous avez pris quoi de là-bas pour implémenter ici pour que le planteur du coton soit au centre des préoccupations? Vous savez, le réel problème du planteur camerounais, c'est le mécanisme de paiement de sa culture. Quand la Sodecoton enlève le coton du planteur, au Cameroun, ça met assez du temps pour que le planteur rentre dans ses droits. Or, ce que j'ai vu en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso par exemple, le délai est de 15 jours. Mais généralement, ça ne dépasse pas une semaine, 10 jours. Et le taux d'endettement aussi au Cameroun. Quand le planteur camerounais prend les intrants à la Sodecoton, parce que c'est la Sodecoton qui met généralement les intrants à la disponibilité, à la disposition du planteur. Mais vous vous rendez compte qu'il ne sait même pas combien d'argent à la fin on va prélever sur sa vente. Or, en Afrique de l'Ouest, par exemple, les gars travaillent pour réduire au maxi le taux d'endettement. Au Burkina, par exemple, le planteur, le taux d'endettement chiffre autour de 40%. Ça veut dire que si le planteur vend son coton à 1 million, il va rentrer avec 600 000 au moins et dans un délai raisonnable. D'accord. Au cours de l'année 2021, le Cameroun, le Tchad, la RCA ont produit près de 463 300 tonnes de coton, graines. Le Cameroun se situe dans ce chiffrage-là à 73,4% de cette production. Vous avez le Tchad qui vient avec 26,4%. Vous avez la RCA, 0,3%. Mais ce sont des chiffres qui
démontre à suffisance qu'il ne devrait véritablement pas avoir de problème, non? Vous savez, le Cameroun produit l'un des meilleurs cotons d'Afrique. Sinon, c'est même le meilleur producteur du coton. Puisqu'on importe. Oui, avec un très bon taux de rendement. Et la Chine est le principal client du continent africain, y compris le Cameroun. Oui, donc c'est pour ça que nous sommes sur le terrain. C'est pour ça que nous pensons que les deux partenaires peuvent mieux travailler pour que le coton camerounais soit mieux valorisé. Si jamais les producteurs qui sont les planteurs, qui sont à la base de tout ça, sont bien traités et que le coton est bien payé. Et qu'ils sont payés dans un délai raisonnable. C'est ça l'objectif de notre démarche. Vous parlez justement du coût sur le marché. Il y a les prix que vous avez évoqués tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une comparaison à faire avec les pays de l'Afrique de l'Ouest dont vous avez séjourné? Oui, justement, eux, ils achètent très bien le coton. Ils sont autour de 300. Au Cameroun, grâce Quand vous dites 300, c'est vague? 300 francs, c'est fois le kilo. D'accord. Alors, au Cameroun, ce n'est pas ici le moment de vous le dire. Nous pensons que nos efforts depuis 10 mois a permis à ce que les deux structures s'asseyent parce qu'il n'y avait pas de dialogue entre les deux partenaires. Ils se sont assis autour de la table et enfin fixé le prix du grain en kilo camerounais cette année à 283 francs le premier choix. Donc nous pensons qu'en menant ces actions, nous cherchons l'équilibre entre les deux partenaires et pour que le planteur du coton camerounais puisse vivre mieux de son travail. On parle de coton comme un moteur de développement économique et quand on vous écoute parler, on a l'impression que ce n'est pas le cas, que ça traîne, qu'il y a véritablement une crise au niveau de la production du coton au Cameroun. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce moteur économique-là puisse bénéficier à tout le monde, y compris ce planteur qui passe du temps pour avoir la terre, ce n'est pas d'abord évident. Pour avoir cette récolte-là, ce n'est pas évident. Aujourd'hui, ces planteurs n'arrivent pas à bénéficier du fruit de leur travail. Pourtant, le coton, c'est le noyau central de l'économie. Vous savez déjà que le Nord Cameroun est la zone la plus défavorisée en termes de société industrielle. Au nord, seul peut-être la Sorgho-Coton ou peut-être la Sembrie sont les deux grosses structures industrielles du Nord. Et la Sorgho-Coton, à travers le coton et la société industrielle du Grand Nord. Si aujourd'hui rien n'est fait, vous comprenez tout de suite que c'est pas bien. Raison pour laquelle nous sommes sur le terrain. Nous pensons que le coton, qui est la matière de base de la Sorgho-Coton, et que les producteurs qui sont les principaux acteurs soient considérés et qu'à travers la culture du coton, le Nord et les planteurs du coton puissent vivre des jours meilleurs. Le ministère de l'Agriculture dit quoi? Est-ce que vous l'avez rencontré puisque vous êtes sur le terrain? Parce que c'est vrai qu'il y a des parties qui doivent parler, mais il y a la tutelle. Le ministère de l'Agriculture est justement dans la même logique que nous. C'est de prôner le dialogue entre les deux partenaires. Donc, le ministère et le tutelle. Mais depuis qu'il y a cette crise-là, où vous plaignez que le planteur ne bénéficie pas du fruit de cette production-là, ça fait quand même des années que ça dure, ça fait 10 mois que vous êtes sur le terrain. Qu'est-ce qui est fait de façon concrète? Parce qu'on regarde vos sorties, on regarde dans la presse, dans les médias et tout, mais on n'a pas encore vu une réaction du ministère de l'Agriculture pour dire que voici le chemin que nous avons engagé en partenariat avec votre mouvement pour que ce planteur soit véritablement au centre, tel que votre slogan le dit. Mais vous savez, le ministère et le tutelle, le ministère travaille à l'homme. Le ministère ne peut pas venir s'afficher et prendre le devant des choses qu'en principe la Sorgho-Coton devait faire. Mais nous ne disons pas que tout est négatif. Des efforts sont faits de part et d'autre, mais nous pensons que... Mais quand on vous écoute parler, Alexis, on n'a pas l'impression que les efforts sont faits. Parce que si on regarde vos sorties, justement, on a l'impression que depuis que vous criez, les choses ne marchent pas.
C'est-à-dire que, soit d'un côté, la Sodecoton ne réagit pas favorablement à vos plaintes, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, justement, il y a quelque chose qui ne va pas, et on ne peut pas aussi venir dire que tout va mal. Ça ne va pas. Le dialogue est presque rompu. Et la Sodecoton, en principe, ne répond véritablement pas à nos plaintes. Mais nous n'allons pas tout à l'heure dire que tout est fini. Il faut appeler les deux parties, il faut appeler tous les parties au bon sens pour que qu'il y ait entente et qu'il y ait harmonie entre les parties. Je souhaiterais que vous soyez un peu plus clair, c'est-à-dire que quels sont les points sur lesquels vous souhaitez véritablement que les entreprises que vous citez là puissent s'appesantir pour donner le là d'une volonté d'amélioration des conditions des planteurs de coton actuellement. Au moins 3 points. 3 points. Les intrants, il faut revoir en baisse les prix des intrants. À combien? Vous avez estimé à combien? Oui, vous avez fait des comparaisons. Oui, cette année, c'est vrai que sur le marché mondial, même, les intrants coûtent cher, les engrais par exemple. Cette année, la Sodecoton donne un sac d'engrais, il y a l'engrais éluré, aux planteurs situés entre 20 000 et 20 500. Notre écrit, c'est que ce prix revient à 15 14 000. Et au niveau du prix, le prix en kilo, qu'on cherche même 300, 350 et qu'à la fin, le délai de paiement soit raisonnable. Il faut bancariser le système de paiement du coton camerounais. Mais on va vous dire justement, pour peut-être justifier, aujourd'hui dans tous les secteurs, on vous dit il y a la crise, ça ne va pas, que ce soit même les grosses structures, les choses ne marchent véritablement pas. Est-ce qu'en exigeant autant de choses, vous tenez compte de l'environnement socio-économique? Non, mais nous prenons peut-être la Sodecoton selon ses dires. Quand elle dit qu'elle a réalisé cette année un bénéfice de 8 milliards, donc ça veut dire que tout n'est pas mauvais de ses côtés. Ça veut dire que sur le bénéfice qu'elle réalise, elle réalise ses bénéfices parce qu'il y a les producteurs en amont. Et puis il faut que ces planteurs se reconnaissent aussi dans ces bénéfices qu'elle a réalisés. Mais les planteurs se retrouvent où? C'est les planteurs de tout le Grand Nord ou bien les planteurs uniquement d'une région? Est-ce que vous avez fait le tour? Parce qu'on ne cultive pas seulement le coton. C'est vrai que c'est la base. Mais est-ce que vous parlez avec les différents planteurs de différentes régions pour, de commun accord, porter leur voix? Vous savez, les planteurs du coton camerounais sont réunis au sein d'une seule structure, qui est la Confédération nationale des producteurs du coton du Cameroun. Donc nous parlons au nom de tous les planteurs du Cameroun. Nous cherchons le bien-être pour tous les planteurs du coton camerounais. D'accord. Aujourd'hui, justement, vous êtes donc au devant de la scène avec ce mouvement Les planteurs d'abord. Et on s'achemine déjà vers la fin de ce programme. Votre cri de cœur, ce serait quoi aujourd'hui? Bon, c'est vrai que je vais vous demander d'abord, est-ce que vous êtes planteur, vous? Je suis planteur, oui. De coton? Oui. Et comment vous fonctionnez alors? On fonctionne comme tous les autres planteurs. Mais quand les prix ne sont pas respectés et que les coûts ne sont pas respectés sur le marché, comment vous réussissez à jongler, si on peut dire ainsi? Le système de paiement du coton c'est mécanique et organisé. C'est-à-dire que vous ne vendez pas votre planteur comme vous voulez, sauf ceux qui partent vendre le coton ailleurs, mais d'une manière frauduleuse. Mais sinon, c'est la Sodecoton qui vient enlever le coton sur un site bien défini. D'accord. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes au devant de la scène, le message que vous portez à l'endroit de la société Sodecoton en attendant une sortie officielle de la Sodecoton par rapport à ce que vous avez évoqué tantôt, ce serait quoi? Non, nous avons toujours tenu le même langage. Le dialogue entre les deux partenaires et le bien-être du planteur du coton camerounais. Mais on a l'impression que vous tirez beaucoup sur la Sodecoton. Depuis vos sorties dans les médias, on a l'impression que c'est un acharnement personnel. Maintenant qu'il y a les caméras et que vous avez la chance d'être dans un entretien face-to-face, est-ce que derrière, c'est pas une volonté de nuire? C'est véritablement les planteurs qui sont au centre de ce combat-là? Non, il faut rassurer l'opinion publique qui regarde. Non, madame, c'est à travers peut-être vous que je suis en train d'apprendre, que je suis en train de vouloir nuire
à la sorte de coton. Moi, mon objectif, c'est que le planteur soit au centre de la décision, que le planteur soit bien traité par la sorte de coton. Notre message reste constant, que la sorte de coton considère d'abord le planteur du coton camerounais. Zéro acharnement. Quand on annonçait qu'on devait vous prendre sur ce plateau, il y a quand même des gens qui envoient des propositions. Depuis, on vous voit sur le terrain, on vous voit travailler. Est-ce que vous avez reçu un coup de fil des responsables de l'assaut des cotons pour une séance de travail avec des planteurs pour mieux échanger? Non, je n'ai pas reçu un coup de fil de l'assaut des cotons, non. Pourquoi selon vous? Non, moi je suis dans ma logique de défense ou de défendre les planteurs du coton camerounais. Alors mon objectif c'est que l'assaut des cotons puisse prendre en considération le planteur camerounais. Dans le reste du débat, si l'assaut des cotons pense qu'on peut discuter, pas avec moi, avec le planteur. Donc, puisque vous êtes aussi planteur, oui, c'est possible que oui, donc mon objectif reste le même, le planter d'abord. D'accord. Alors un dernier mot justement à l'endroit de ces planteurs qui peinent au quotidien, qui n'arrivent pas à vivre de leur production telle que vous l'avez détaillé dans plusieurs de vos sorties et d'ailleurs sur ce plateau, ce serait quoi? De continuer de serrer la ceinture ou alors de trouver d'autres stratégies pour se faire entendre? Comme nous disons aux gens, le coton fait partie de la culture ou bien du quotidien du Grand Nord. Nos tenues que nous arborons. Oui, donc on ne peut pas dire aux planteurs de ne pas faire, de ne pas cultiver le coton, c'est pas possible. D'ailleurs, même les planteurs du coton camerounais sont les plus résilients, ce sont des bons travailleurs. Alors avec un peu de sérieux, avec un peu de concentration de la part de ceux qui sont en charge de la gestion de la filière, le producteur du coton camerounais peut être mieux, mais ces cotonculteurs ne sont pas aussi exempts de toute reproche. Quand le planteur va vendre son coton au Nigeria, par exemple, alors qu'il a pris les intrants au niveau de la sorte de coton, il y a un problème. Il y a justement un problème. Ou mieux même, quand le planteur prend les intrants et va utiliser ça pour d'autres cultures, toute la chaîne en souffre. Est-ce que vous faites des sensibilisations à ce niveau-là? Mais oui, parce que c'est là aussi le problème, parce que le planteur ne doit pas aussi être Mais c'est peut-être parce que le marché est prêt à ça. Si aujourd'hui au Cameroun on n'arrive pas à écouler facilement ses produits, la première des choses c'est de penser ailleurs, se faire de l'argent, peut-être en Chine, dans les pays voisins. C'est la solution, celle qui écoule le coton. Si un planteur vend son coton au Nigeria, c'est pas normal. Ce n'est plus normal parce que le planteur est supposé déposer son coton là sur le site de vente. Donc tout ce qui vendent le coton au Nigeria, ce n'est plus le circuit. Seule la société est habilitée à acheter le coton camerounais. Alors Alexis Ayan Ndjondandi, on va vous dire merci d'avoir répondu à nos préoccupations. Vous êtes le leader du mouvement Saut des cotons et les planteurs d'abord. On reviendra faire le point avec vous pour voir si vos démarches ont finalement marché. Est-ce que le dialogue se poursuit? Est-ce que le planteur va mieux? Ou alors est-ce que les expériences que vous avez prises du côté de l'Afrique de l'Ouest, est-ce que vous avez noté toutes ces propositions-là déposées depuis votre retour? Madame, je suis disposé à revenir en temps de besoin. Je parle des expériences vécues au niveau de l'Afrique de l'Ouest, puisque vous avez fait des comparaisons pour que les choses marchent. Est-ce que vous avez mis ça sur écrit pour déposer et permettre au Cameroun de puiser de cette richesse-là pour améliorer? Madame, nous sommes en train de consolider notre rapport et nous avons prévu également une descente dans toutes les unions des GIC, des unions de ceux qui produisent, parce qu'il y a des GIC, les cotonculteurs sont réunis au sein des GIC au niveau de chaque région avant de se retrouver au niveau de la fédération, de la fêtière nationale. Donc nous allons faire descendre auprès de tous ces GIC-là pour mieux parler avec nos camarades planteurs. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est une bonne chance et que l'année 2023 qui arrive puisse être une année meilleure pour les planteurs de coton, parce que c'est le moteur de l'économie dans un pays. Ça fait partie des éléments fondamentaux pour l'émergence d'une nation et ça passe par
sa production locale. Alexis Ayan Djondandi, merci d'avoir répondu aux questions de l'invité de la semaine. Ça a été un plaisir et on va suivre certainement votre actualité. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé l'invité de la semaine. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver la semaine prochaine avec un autre invité et une autre thématique. Bonsoir.